heureux aujourd'hui d'introduire ce séminaire. Je remercie tous ceux qui se sont inscrits, qui sont déjà connectés, et puis ceux qui viendront après. L'objectif de ce séminaire, finalement, c'est de présenter sur le métier d'infirmier ou d'infirmière en pratique avancée, de pouvoir présenter la formation, les modalités d'exercice, les compétences, et puis surtout l'intérêt d'un projet partagé entre professionnels de santé dans un exercice pluridisciplinaire. Ça, je crois que c'est l'élément essentiel. Alors, pour ma part, et je vais dire au nom de l'assurance maladie, je suis profondément convaincu que la pratique avancée est une des réponses. Bien sûr, c'est pas la seule, mais c'est une des réponses pertinentes et pragmatiques aux transformations, aux besoins que notre système de santé peut avoir dans la région. Pour les infirmiers et les infirmières, c'est de nouvelles perspectives de carrière. C'est très clairement l'opportunité d'un mode d'exercice plus autonome et puis aussi d'une reconnaissance plus intéressante, y compris dans sa dimension financière. Et d'ailleurs, l'assurance maladie a beaucoup, dans la dernière période, œuvré pour qu'il y ait des accords avec la profession infirmière pour que soit mieux reconnu, soit mieux pris en compte le modèle économique nécessaire d'un IPA en milieu libéral et puis apporter des aides financières aussi bien à la formation qu'à l'installation des IPA. Et puis pour les médecins qui sont aujourd'hui au cœur de notre système de santé, sur lequel on compte beaucoup, eh bien, c'est très important pour nous de pouvoir, à travers ce dispositif, contribuer à libérer du temps médical, qui est aujourd'hui notre priorité. Et puis, ça permet aussi de tracer des possibilités de coopération qui sont nouvelles. Notre enjeu pour l'assurance maladie, c'est clairement qu'il y ait plus d'IPA et surtout plus d'IPA dans le milieu libéral. Voilà. C'est vraiment ce qui nous motive. Aujourd'hui, finalement, les 2/3 des IPA qui sont formés dans la région travaillent dans les établissements de santé. Elles sont fort utiles, mais on est convaincus qu'il y a une place pour les IPA dans le milieu libéral et surtout dans les structures d'exercice coordonné, que c'est un moyen de conforter toutes les structures d'exercice coordonné avec lesquelles nous essayons aujourd'hui de travailler au quotidien dans la région. Et puis, pour les patients, c'est évidemment pour nous très important parce que c'est une garantie quelque part d'un meilleur accès aux soins. C'est du temps qui est consacré aux patients, une meilleure articulation des parcours et puis un appui dans la prise en charge des maladies chroniques. Et vous le savez, une des priorités que nous avons aujourd'hui pour l'assurance maladie, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de patients en ALD qui n'aient pas de médecin traitant. C'est compliqué, c'est un travail qu'on mène au quotidien avec les professionnels sur le terrain. Et demander aujourd'hui à les médecins de prendre plus de patients, ça implique clairement de libérer du temps administratif, de libérer du temps médical, de donner du temps de suivi pour les patients et le travail en collaboration, contractualisé, puisque ça se fait autour d'un protocole entre un médecin et un ou une IPA, eh bien, peut répondre à cette problématique. Alors moi, je voudrais aussi, pour terminer, indiquer que j'ai une satisfaction personnelle, c'est que ce webinaire, finalement, il est issu d'un vrai travail de coopération régionale que nous avons mené entre les institutions, Agence régionale de santé, Assurance maladie, et puis les professionnels de santé eux-mêmes. En 2023, vous le savez, il y a eu beaucoup de débats au niveau national sur cette année et de controverses même sur la délégation de tâches, sur la place et le rôle des IPA. Il y a eu des propositions de loi, une évolution législative importante au printemps. Moi, ce que je voudrais témoigner, c'est qu'au niveau de la région, dans notre champ de responsabilité, nous avons travaillé tout au long de l'année 2023 en confiance et en concertation. Beaucoup de choses ont été lancées à partir de l'initiative que le JPA-OC donc a pris le 14 janvier 2023 pour organiser la première journée régionale des IPA où tous les acteurs, conseil régional, assurance maladie, ARS, les URPS et évidemment les IPA étaient présents. Et donc, j'ai souhaité qu'on puisse avancer depuis cette période sur les freins principaux qui avaient été identifiés
pour un développement en milieu libéral des IPA. Alors on travaille sur le développement de l'offre de formation. Les aides financières ont pu être majorées, elles seront présentées. Une cartographie des lieux d'accueil potentiels a été réalisée. Et puis, il y a un partenariat qu'on souhaite engager, qui est encore au début, mais sur lequel on va se mobiliser pour que, avec les 2 facultés de médecine de la région, on puisse avoir davantage de places en formation, parce que on est convaincu que c'est important et qu'en plus, il y a des demandes. Le deuxième axe sur lequel on a travaillé depuis le mois de janvier ensemble, c'est de faciliter l'installation des IPA, et l'assurance maladie s'est engagée pour qu'il y ait un interlocuteur dédié, facilitateur au sein de chaque caisse primaire au moment de l'installation. Et puis nous avons travaillé en commun avec les URSSAF pour, je dirais, faciliter la gestion des cotisations sociales sur des périodes qui ne sont pas forcément simples en termes de formation ou de début d'installation. Et puis, on est convaincus, tous les acteurs sont convaincus qu'il faut parler, apporter des témoignages auprès des professionnels, auprès du grand public également, sur la place et le rôle des IPA. Et donc, ce webinaire, il a été finalement, c'est un peu l'aboutissement de nos travaux en commun. Et donc, je voudrais simplement remercier d'abord tous ceux qui ont travaillé sur cette mission. Au niveau de l'assurance maladie, ils ont été nombreux. Vincent Morel animera ce webinaire, mais il a été avec les équipes de l'assurance maladie, Julien Berbécal, Sabine Labattu, Negla Trotaba également évidemment à ses côtés. Remercier Alexia Braïc, donc responsable des projets, la direction des soins de premier recours, qui va co-animer avec nous ce séminaire. Et puis faire un remerciement aussi spécial à Alexis Blanc, qui est le président du JPAOC, qui donc a été à l'initiative de cette première journée que j'évoquais. Le JPAOC, c'est une association régionale des infirmiers et infirmières en pratique avancée d'Occitanie, dont la mission est de favoriser l'implantation de ce métier sur le territoire, de travailler à organiser un réseau des IPA, d'améliorer la formation initiale et continue des IPA, et puis de promouvoir aussi la recherche en soins. Et je rajouterais que c'est aussi une association dynamique pour concerter, trouver des solutions et essayer d'avancer positivement. Donc je remercie, puisqu'il prendra aussi une part active à présenter finalement ce que peut être la collaboration entre les médecins et les IPA au cours de ce webinaire. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre présence. Comme on est toujours à 2 dans la région, entre l'assurance maladie et l'agence régionale de santé, qu'on avance ensemble, je vais laisser la parole à Didier Jaffre, le directeur général de l'agence régionale de santé. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire consacré, donc comme vous le savez, aux infirmières de pratique avancée. Tout d'abord, merci Philippe Trotabas pour cette excellente introduction, comme toujours. Je remercie bien sûr l'assurance maladie que tu représentes, mais également le groupement des EPA d'Occitanie et puis bien entendu l'ensemble des équipes de l'Agence régionale de santé qui ont organisé ce webinaire ce jour du 21 septembre pour partager avec vous, les médecins, les expériences réussies où nous en sommes sur ces pratiques avancées en Occitanie, dans un contexte national, vous le savez, où les ministres se sont engagés fortement pour le développement des IPA. Alors il faut savoir qu'en région Occitanie, nous sommes passés de 9 IPA en 2019 à 206 en 2023, ce qui est un bond considérable. Chacune des facultés de Montpellier et de Toulouse forme 25 IPA. Alors je le dis, c'est un petit clin d'œil pour les doyennes et les présidents d'université. Je pense que c'est pas assez. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 300 demandes. Vous voyez bien, 300 versus 50. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux, qu'on augmente nos capacités de formation, nos possibilités d'avoir plus d'IPA. Certains et certaines sont obligés d'aller se former à Marseille, par exemple, et même si nous n'avons rien, bien entendu, contre nos amis de la région PACA, je pense que c'est important que dans nos 2 facultés, nous augmentions considérablement le nombre de places pour que les IPA puissent être formés.
Alors une fois qu'on a dit ça, les expériences elles sont très concluantes, on a des retours extrêmement positifs, puisque sur les 206 que je vous ai cités, 186 sont en formation, en exercice, et donc ce qui montre l'intérêt à la fois des intéressés eux-mêmes, l'intérêt des médecins, puisque avant tout c'est une pratique et un exercice collectif. C'est pas l'IPA d'un côté, le médecin de l'autre, les autres professionnels de santé, c'est vraiment former une équipe et avec donc la possibilité que l'infirmier, l'infirmière en pratique avancée peut bien entendu dorénavant faire beaucoup plus qu'est-ce qu'elle ne faisait auparavant ou de temps en temps même être reconnue pour des tâches qu'elle faisait mais qui ne l'étaient pas. Alors vous savez, nous sommes en train de consulter sur le nouveau projet régional de santé 2023-2028. Ce projet fait beaucoup parler. Je serai en mesure de l'arrêter le 1er novembre prochain, après l'ensemble des avis des différentes parties prenantes et des différents acteurs de la santé de la région. Il y a 6 engagements dans ce PRS et un des 6 engagements porte sur l'attractivité des métiers de la santé. Pour une bonne et simple raison, c'est que pour faire et mettre en œuvre les 5 premiers, eh bien si nous n'avons pas les bras, donc si nous n'avons pas les professionnels de santé qui vont bien, eh bien nous ne mettrons pas en œuvre ce PRS. Et ce PRS, il se veut ambitieux, ou celles et ceux qui l'ont vu, lu, l'ont constaté. Nous ne fermons rien, au contraire, nous développons l'offre de santé. Pourquoi? Parce que c'est une région, l'Occitanie, qui est une région dynamique, à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan démographique, puisque nous prenons environ 50 000 habitants supplémentaires chaque année, et ce depuis 2019, ce qui portera en fait la population totale de la région à pratiquement 7 millions d'habitants en 2040. Et ce sont les décisions que nous allons prendre aujourd'hui, en 2023, qui feront que notre système de santé sera au rendez-vous, et donc les professionnels que vous êtes seront au rendez-vous pour répondre à tous ces nouveaux besoins qui existeront en 2040. Et vous le savez, en matière de santé, comme dans d'autres secteurs d'activité, les décisions mettent longtemps à se mettre en place, à se mettre en œuvre, et surtout, elles portent leurs fruits sur plusieurs dizaines d'années. Et c'est donc dès aujourd'hui que nous devons être ambitieux. Il ne faut pas nier les difficultés. Il y a des difficultés, on manque de professionnels, mais nous devons vraiment penser à 2040. Et donc c'est pour ça aussi que nous devons dès aujourd'hui augmenter les capacités de formation, promouvoir la pratique avancée, promouvoir l'exercice coordonné, la coopération entre ce qu'on appelle la ville et l'hôpital, même si derrière le mot ville, c'est bien entendu l'ensemble de la profession et des professionnels de santé dits libéraux, qu'ils soient en ville, en campagne, en montagne. De la même manière, derrière le mot hôpital, ce sont les établissements de santé publics, ce sont les établissements de santé privés, ce sont les établissements de santé associatifs. Et c'est cette coopération entre l'ensemble des acteurs, entre l'ensemble des secteurs qui fait et qui fera que nous arrivons aussi à répondre à l'ensemble de ces besoins. Les différentes périodes estivales que nous avons vécues, les différentes crises, je pense en particulier à celle du Covid, mais pas que, l'ont bien montré, ce n'est que par la solidarité entre l'ensemble des professionnels, la complémentarité entre l'ensemble des secteurs d'activité de la santé, que nous arrivons à être résistants pendant la crise et à être résilients après la crise. Et donc forcément, cette pratique de l'exercice coordonné, elle doit s'accompagner par une évolution des pratiques. On doit savoir innover, on doit savoir accompagner l'ensemble des progrès en matière de médecine, mais pas que. Je pense aussi à l'intelligence artificielle, je pense à tout ce que nous faisons à distance. Ce sont autant de progrès qui touchent forcément la santé, qui influent énormément sur nos pratiques, et donc on doit savoir évoluer, y compris d'ailleurs, je le dis pour les agences régionales de santé, dans la manière dont nous appréhendons les problématiques avec vous, dans la manière dont nous décidons les différentes solutions pour vous accompagner, pour vous aider. Donc c'est vraiment fondamental, et tout ça c'est pour garantir la santé pour tous, partout, sur l'ensemble du territoire de la région, que vous soyez au pied du pic du Midi, que vous soyez sur la plage de la Grande Motte ou bien encore à Rocamadour dans le Lot, partout, les habitants de notre région ont droit à la santé. Et cette santé, eh bien, c'est vous, les professionnels, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes. Et je ne vais pas tous vous citer, bien sûr, celles et ceux que je n'aurais pas cités ne seront pas contents, mais vraiment dans mon esprit, c'est que cette grande famille
de la santé, eh bien, nous devons vraiment vous accompagner et rendre et donner du sens à vos métiers. Nous organisions avec l'association Soins aux professionnels de santé et l'association MO, il y a quelques semaines, ici même à Montpellier, une conférence sur donner du sens au métier de la santé. Eh bien, tout simplement, je pense que la formation d'IPA, on fait partie. Ça permet à un infirmier, eh bien, de se replonger dans son propre métier, de faire plus de choses, d'avoir plus de responsabilités, bien entendu reconnu financièrement, reconnu aussi entre guillemets institutionnellement par l'ensemble de ses collègues, autres professionnels de santé. Et finalement, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes là avant tout pour prodiguer de la santé, prendre en charge, prodiguer des soins, et à travers cette pratique avancée, ça en donne aussi du sens à nos métiers. Donc je ne peux que encourager le développement de la pratique avancée. Aujourd'hui, ça concerne les infirmiers, mais on parle aussi des pratiques avancées pour les sages-femmes. On le voit bien pour les maternités de proximité. On aura, et pas que d'ailleurs, mais aussi à réfléchir sur ces nouveaux métiers, parce que finalement, derrière un terme générique, il y a plusieurs professions, plusieurs métiers en un. Et même derrière le terme d'infirmier, comme je le dis toujours, on n'exerce pas le même métier selon qu'on est dans un service de gériatrie, selon qu'on est infirmier libéral ou qu'on est infirmier dans un établissement psychiatrique, ou bien encore dans une unité sanitaire dans un établissement pénitentiaire. Donc tous ces métiers qui font la richesse de notre système de santé, nous devons les accompagner, nous devons faire évoluer, et vraiment l'IPA, pour moi, c'est ce sur quoi l'ensemble des professions doivent aller, et nous devons y aller encore plus fort. D'où ce webinaire, d'où ce moment de partage entre vous. Vous aurez des présentations, vous aurez des retours d'expérience, c'est extrêmement important. Et n'oublions jamais, la force, elle est dans les territoires, elle est dans les professionnels de santé. Tout ça pour répondre à un seul objectif, les besoins de nos habitants. Bon webinaire et merci aux intervenants d'intervenir, c'est le cas de le dire, pour cette journée. Je vous remercie Didier Jaffre et Philippe Tourtabat pour ces propos introductifs. Sur l'ordre du jour, une présentation en 3 temps. Donc un premier temps où on va vous présenter les compétences et l'exercice de la fonction d'IPA avec son rôle, son périmètre d'intervention et les dispositifs de formation qui sont associés à cette nouvelle profession. Et un deuxième temps où on va plus spécifiquement se pencher sur la collaboration entre le médecin et l'IPA, collaboration au quotidien qui va se matérialiser, on va le voir, via le protocole d'organisation, mais également sur une approche beaucoup plus transverse au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Et on va essayer de voir justement l'intérêt que peut apporter l'IPA au sein de ces équipes pluridisciplinaires. Et donc justement le dernier temps à la fin, sous une forme de temps d'échange questions-réponses. Je vous propose que nous démarrions la première thématique sur l'exercice et les compétences de l'IPA par une vidéo qui a été réalisée par JPAOC sur comment les patients vous sont-ils confiés, sont-ils confiés aux médecins et quelles sont les actions qui peuvent être faites auprès de ces patients dans la collaboration entre l'IPA et le médecin. Et le médecin traitant qui m'adresse les patients qui rentrent dans mon domaine de compétences, pathologie chronique stabilisée et prévention en polypathologie en soins primaires. Alors, les patients me sont confiés en priorité, c'est par adressage du médecin traitant pour des pathologies chroniques stabilisées. Et dans un deuxième temps, dans le protocole d'organisation qui est effectivement régit un peu le cadre de notre exercice, du lien entre le médecin généraliste et de l'IPA, les patients me sont amenés dans un premier contact dans le cas où ils ne sont pas aigus, c'est-à-dire tous les nouveaux patients et les patients qui ont déjà des pathologies chroniques identifiées, qui ne sont pas encore pris en charge par les deux médecins traitants avec qui je travaille. C'est moi qui fais effectivement le premier contact, ce qui me permet de faire l'évaluation initiale et en tout cas l'anamnèse globale du patient. Alors, on a élaboré avec les médecins avec qui je travaille un protocole d'organisation, c'est-à-dire qu'on a défini le rythme de suivi des patients qui me sont confiés. Et à partir de là, on a aussi défini le profil des patients qui me seraient confiés. Donc là, avec ce profil-là, en gros, j'ai accès à la patientèle des médecins qui correspond à ce profil-là. Donc ils me sont confiés directement par les médecins via aussi notre secrétariat. Je
fais des actions de prévention, des actions d'éducation thérapeutique. Je regarde avec les recommandations de l'HAS au niveau des parcours de soins, je les réoriente dans un parcours de soins adapté. Mes consultations sont diverses et variées en fonction de l'attente du médecin et aussi des patients. En priorité, une anamnèse complète du patient, de sa vie, une évaluation globale, et effectivement après, donc, tout ça dans une prise en charge qu'on appelle holistique, c'est-à-dire une prise en charge globale. Et après, il va y avoir une expertise clinique qui va être faite en fonction effectivement de la pathologie pour pouvoir effectivement faire le suivi complet du patient, qui comprend la prescription d'examen, le renouvellement de traitement et l'orientation, si besoin, vers des spécialistes. Les patients qui me sont confiés, ils sont confiés dans le cadre du suivi en fait de leurs problématiques de santé, qu'ils aient des grosses problématiques ou pas. Donc mes missions, c'est de les accompagner dans leur parcours de santé global. Ils aient, comme je dis, de lourdes pathologies ou pas. En fonction du profil du patient, je m'adapte en fait à leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin de comprendre un peu mieux leur maladie, mieux leur traitement? Est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans leur parcours? C'est-à-dire qu'on organise leur parcours de soins, qu'on leur prenne les rendez-vous, qu'on leur explique où est-ce qu'ils peuvent aller faire tel ou tel examen. Et je fais aussi beaucoup de prévention, c'est-à-dire que j'essaye d'intervenir avant que les problèmes arrivent. Donc, est-ce qu'ils ont fait des dépistages recommandés? Est-ce qu'ils sont à jour de leurs schémas vaccinaux? Voilà, donc on a déjà eu un premier aperçu dans cette vidéo donc du métier de l'infirmier en pratique avancée, métier qui trouve en fait sa définition dans le code de santé publique. Alors, il dispose de compétences élargies par rapport à un infirmier diplômé d'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait une formation spécifique, l'IPA, qui lui donne un grade de master et qui lui permet donc justement d'avoir cette reconnaissance donc d'infirmier en pratique avancée. L'exercice du métier d'infirmier en pratique avancée se fait toujours dans le respect du parcours de soins du patient, avec une coordination étroite avec le médecin traitant, mais aussi avec, j'ai envie de dire, toute l'équipe des professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge du patient, puisque ce qui est important, c'est que l'IPA peut être en mesure d'apporter son expertise dans la collaboration avec les différents professionnels qui constituent l'équipe. Alors, dans le Code de santé publique, il a un domaine d'intervention qui est clairement défini et qui repose donc en premier lieu sur les pathologies chroniques stabilisées, sur la prise en charge des patients autour de l'oncologie et de l'hémato-oncologie, sur la prise en charge autour de la maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale, sur la psychiatrie et santé mentale, et une nouveauté qui est plutôt qui est assez récente, sur les urgences pour les établissements qui disposent d'une autorisation spécifique urgence. L'IPA dispose de compétences élargies par rapport au métier d'infirmier, et notamment donc il est en capacité donc de conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, de réaliser une anamnèse et de procéder à des examens cliniques. Donc ensuite, il peut conduire toute activité d'orientation, d'éducation et de prévention et de dépistage qu'il juge nécessaire, c'est-à-dire qu'il a la capacité de prendre la décision d'orientation du patient. Et ensuite, il peut effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique, et notamment pour adapter le suivi du patient en fonction des résultats et des observations qu'il effectue lui-même, de l'environnement du patient et de sa capacité aussi à adhérer au traitement qui lui est proposé. Et toute cette démarche se fait toujours en concertation avec l'équipe et notamment avec le médecin avec qui l'IPA collabore. L'IPA donc peut faire dans ses compétences qui sont élargies donc réaliser des actes techniques sans prescription, interpréter des résultats pour les pathologies dont il assure le suivi. Il est autorisé à demander à ce que le patient suive des actes de prévention pour les pathologies dont il assure le suivi, prescrire des examens de biologie médicale, prescrire des médicaments et dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre d'un renouvellement ou d'une adaptation. Et donc, par rapport à ce qui avait été dit en introduction, il y a des nouveautés aussi qui sont arrivées cette année en cours d'année 2023 avec la loi du 19 mai 2023, donc la loi RIST, qui permet donc désormais aux IPA qui exercent dans des structures d'exercice coordonnées, donc les équipes de soins primaires et maisons de santé et pluriprofessionnelles, un accès direct pour le patient, donc il peut accéder directement à l'IPA. Alors, il y a une clé de voûte donc, qui est importante dans la relation entre le médecin et l'IPA, c'est le protocole d'organisation. Donc, protocole d'organisation qui est défini dans le Code de santé publique
et qui va fixer le cadre et le domaine d'intervention entre le médecin et l'infirmier en pratique avancée. Alors, c'est vrai que ce document, il est très important parce que il va définir donc le cadre d'intervention sur le domaine d'intervention de l'IPA, sur les modalités de prise en charge du patient qui lui sont confiées, la régularité des échanges, qui est aussi un élément qui est important. Comment se fait ensuite la coordination et la concertation dans l'équipe pluriprofessionnelle, donc notamment sur la fréquence des réunions, sur les modalités d'organisation des réunions et de concertation. Et un élément aussi qui est mentionné dans le protocole d'organisation, c'est les conditions de retour du patient vers le médecin, c'est-à-dire les situations dans lesquelles l'IPA, se dessaisit de la prise en charge du patient et reconfie le patient au médecin pour une évaluation complémentaire, ou un regard complémentaire ou une adaptation dans la prise en charge du patient. Donc ça, c'est un élément qui est très, très important. Ce protocole, il est signé entre le médecin et l'infirmier en pratique avancée. Par rapport à ça, la loi, donc le Code santé publique propose des modèles, mais il y a également la Société française de recherche en infirmier en pratique avancée qui propose également un modèle qui est mis à disposition du public. Alors, c'est bien entendu un modèle, une trame type qui convient d'adapter à chaque situation et à chaque relation qui seront construites entre un médecin et un infirmier. Et ce qui est important, c'est que ce document appartient uniquement à l'IPA et aux médecins, et n'a pas à être communiqué à des institutions comme par exemple l'assurance maladie. Dans les modalités d'exercice de l'IPA, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs modes d'exercice qui cohabitent, notamment pour ce qui concerne l'activité de vie. Donc, il peut y avoir une activité libérale, 100% libérale, qui peut être soit mixte, c'est-à-dire à la fois entre une activité d'infirmier libéral et d'infirmier en pratique avancée, donc c'est ce qu'on appelle une activité mixte. Ensuite, le deuxième mode qui existe, c'est le mode salarié, donc où on a un mode d'exercice soit en établissement de santé sanitaire, soit médico-social, soit centre de santé, ou même au sein d'un cabinet de médecins. Et enfin, il y a un troisième mode, c'est ce qu'on appelle l'activité mixte, c'est-à-dire soit un mix entre l'activité libérale et salariée, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, entre l'activité d'infirmier et d'activité IPA. Et donc, Alexia, je vais te laisser présenter donc les différences entre les dispositifs d'assistants médicaux, IDE, ASALE et infirmiers en pratique avancée. Oui, merci beaucoup. En effet, il y a souvent une confusion entre les assistants médicaux, les IDE, ASALE et les infirmiers en pratique avancée. Donc, on va refaire un point sur les assistants médicaux. Ça peut être soit des soignants, soit des non-soignants qui prennent le poste d'assistant médical. Lorsqu'ils prennent leur poste, ils partent en formation en alternance. Donc, pendant 384 heures, ils ont 2 ans pour réaliser cette alternance, cette formation. Et ils vont avoir plusieurs missions. Une qui ne sera pas en lien avec le soin, mais plus pour accueillir le patient, créer le dossier patient informatique. Et une deuxième mission qui sera, elle, plus liée aux soins, c'est-à-dire préparer le patient à la consultation médicale en lui prenant des constantes ou carrément en assistant le médecin dans la réalisation d'actes techniques. Et enfin, une mission d'organisation et de coordination pour orienter le patient vers les acteurs, les professionnels de santé qui pourront le prendre en charge. Ensuite, nous avons les IDE ASALE, qui sont donc infirmiers diplômés d'État et qui adhèrent à un protocole de coopération. Ce protocole, pour y adhérer, il faudra se former pendant 12 jours et se déclarer auprès de l'ARS pour indiquer qu'on l'infirmier met en œuvre ce protocole. Et l'infirmier ASALE va surtout faire de l'éducation thérapeutique auprès de certaines pathologies, les patients diabétiques, les risques cardiovasculaires, les patients atteints de BPCO, et faire du repérage de troubles cognitifs. En général, les ASALE sont salariés de l'association ASALE, mais ils peuvent aussi exercer en IDE comme IDE libéral à côté. Ce que je n'ai pas dit sur les assistants médicaux, c'est qu'eux sont automatiquement salariés du médecin. Et enfin, on a les infirmiers en pratique avancée, qui est une nouvelle profession à part entière, donc qui nécessite d'avoir un diplôme d'infirmier, plus avoir exercé 3 ans en tant qu'IDE, et enfin d'avoir suivi le master dont on a parlé juste avant, que M. Morel a présenté. Donc, les IPA pourront effectivement exercer comme on a pu l'indiquer juste avant, et ils pourront être aussi bien salariés d'un établissement que libéral. Je vais pouvoir vous présenter ce que comporte la formation. Donc, on va avoir une première année socle qui va être à destination de tous les étudiants IPA, qui va porter sur la clinique, la pratique avancée, les bases fondamentales,
ou encore les parcours de santé. Et enfin, la deuxième année qui va être spécifique pour la mention choisie, dont on a un peu parlé juste avant. Et il y aura surtout 10 semaines de stage la première année et 16 semaines la deuxième année pour pouvoir se familiariser auprès d'autres IPA et des médecins qui collaborent avec des IPA. On va faire un petit tour des IPA de la région. Donc, on voit que, comme disait Monsieur Jaffre, on en a 185 en exercice sur le territoire et ils sont plutôt bien répartis. Donc, on voit les gros ronds indiquent souvent les CHU, c'est là où il y a le plus d'IPA, et les grandes villes, plus d'IPA libérales. Mais c'est assez bien réparti. On a quand même une répartition entre le salariat en établissement et le libéral qui est de 67% pour l'établissement et 33% pour le soin primaire. Donc effectivement, on cherche à ce qu'il y ait de plus en plus d'IPA en soins primaires. On peut regarder l'évolution du nombre d'IPA, on voit que c'est exponentiel. D'une part parce qu'on a 2 facultés en Occitanie qui permettent de former les IDE en IPA et parce que la région est quand même attractive, donc attire de nouveaux IPA qui se sont formés à l'extérieur. On peut regarder la répartition par mention des IPA qui ont choisi les mentions. Donc, on voit que pathologie chronique stabilisée est en tête, suivi de la psychiatrie et enfin l'hémato-oncologie, la néphrologie et les urgences. La pathologie chronique stabilisée est quand même la plus sollicitée puisqu'elle peut être exercée aussi bien en établissement de santé qu'en ville. C'est pour ça qu'on a une forte proportion. Et je vais laisser M. Morel introduire la prochaine vidéo. Merci Alexia. Donc voilà, la prochaine vidéo, pareil, qui a été réalisée par l'association JPAOC. Donc du point de vue du médecin, qu'est-ce que cela a changé dans votre pratique quotidienne et comment s'articule le suivi en commun entre le médecin et l'IPA? Pour des patients aux pathologies chroniques, avec des médicaments complexes, avec des pathologies qui s'enchevêtrent les unes et les autres, de pouvoir à un moment donné dire on va refaire le point avec Leslie, vous revenez dans un mois, vous revenez dans 3 semaines, et donc me laisser le temps d'ordonner au patient. Ça me permet aussi, donc, quand je dois revoir un patient au bout de 6 mois, de savoir qu'il sera revu une fois ou deux par Leslie avant. Dans ma pratique quotidienne, ce qui a surtout changé, c'est la qualité de prise en charge des patients, qui clairement ont un parcours de soins bien mieux identifié. Ce qui a aussi changé, c'est que du coup, moi, j'ai un petit peu plus de temps aussi pour accueillir de nouveaux patients. Et à contrario, j'ai moi aussi plus de temps pour prendre en charge mieux mes patients. Dans la pratique quotidienne, un autre regard sur la prise en charge de nos patients. C'est vrai que les patients, moi ça fait 10 ans que je suis installée, on s'installe des fois dans une routine, même si on essaye chaque fois de se poser les bonnes questions. Mais ça permet effectivement, une fois qu'Alexis les a vus, des fois on en discute lors de nos réunions, de se dire pourquoi c'est comme ci, pourquoi il y a tel traitement ou pas. Alors souvent on le laisse, mais au moins de se reposer les bonnes questions sur la prise en charge de nos patients et d'avoir un regard neuf sur ces prises en charge. Après, je pense qu'il ne faut pas voir l'infirmier en pratique avancée comme quelqu'un qui est là pour remplacer le médecin, c'est vraiment cette prise en charge complémentaire. C'est le médecin du coup qui m'oriente les patients. Après, je les reçois en consultation. Nous avons un logiciel métier que nous partageons avec tous les intervenants au niveau de la maison de santé. On fait des réunions aussi où on voit les patients avec le médecin traitant et les autres professionnels. On a justement l'expertise des uns et des autres qui vont permettre l'amélioration du parcours de soins. Alors c'est certain qu'il faut une bonne communication pour pouvoir faire ce type de suivi. Nous, d'un point de vue au niveau de la maison de santé, on s'est organisé à faire une réunion de concertation pluriprofessionnelle par semaine entre médecins généralistes IPA pour parler effectivement des problématiques des patients que j'ai pu voir dans la semaine, problématiques non urgentes bien évidemment, puisque dès qu'il y a une urgence qui est détectée, il est directement redirigé vers le médecin généraliste suite à ma consultation. Au sein de l'équipe traitante, on a une réunion de concertation pluriprofessionnelle par mois pour pouvoir discuter des prises en charge des patients, des problématiques et notamment du projet de soins et des actions à mener. Alors ce qu'on propose ici, moi c'est ce que j'explique aux patients, c'est qu'en gros ils sont suivis par une équipe. C'est un peu novateur en médecine de ville, mais en gros c'est maintenant quand ils viennent me voir, ils sont pas lâchés par leur médecin, au contraire, je leur dis qu'on rajoute un professionnel dans leur parcours. Et c'est comme le disait Cécile, c'est pour compléter en fait leur suivi, pour avoir 2 approches différentes. Et donc on l'articule comment ici? Eh bien, on essaie d'avoir une alternance.
Tout dépend pour quelle raison, mais pour leur suivi chronique, on essaie de mettre en place une alternance pour qu'il y ait toujours ces deux visions en alternance. Alors on ne fait pas venir le patient exprès, c'est vraiment au rythme recommandé de suivi, mais une fois il voit le médecin, une fois il voit l'infirmier en pratique avancée. S'il a des besoins spécifiques au médecin, entre-temps il revient consulter le médecin. S'il a des besoins spécifiques à l'infirmier en pratique avancée, entre-temps, il peut revenir voir l'infirmier en pratique avancée. Puis il y a un rythme qui peut être régulier, et puis des fois quand il y a des moments un peu plus difficiles sur des pathologies à un moment donné qui nécessitent un suivi un peu plus, des fois on rapproche, que ce soit la visite chez le médecin ou l'IPA, une sortie d'hospitalisation, etc. Donc c'est vraiment finalement à la demande. Donc en introduction, on vous a présenté donc également l'objectif de soutien qui est porté à la fois par l'assurance maladie et par l'Agence régionale de santé, donc pour accompagner justement la montée en charge de cette profession et de faire en sorte qu'on soit aussi facilitant dans le fait que il y a la période de formation et les coûts induits par la formation. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'assurance maladie, notamment, donc les avenants conventionnels ont prévu des aides sur la perte de revenus d'activité. Donc ça, c'est un dispositif qui est à destination des infirmiers libéraux qui sont déjà installés et qui souhaitent s'engager dans la formation d'IPA. Donc, avec une aide de 15 000 € donc, pour les infirmiers libéraux, donc, qui est libérée en 2 temps. Un premier temps dans les 6 mois à compter de la signature d'un contrat, puisqu'il y a un contrat qui est signé avec l'assurance maladie et qui va engager donc le professionnel qui va bénéficier de cette aide donc à suivre la formation et à exercer 2 ans le métier d'IPA donc en libéral. Et ensuite, un deuxième versement qui intervient donc à la date anniversaire du premier versement. Et ensuite, en plus de cette aide à la formation, il y a une aide qui est mise en place pour une aide au démarrage à l'activité, avec une aide de 40 000 € pour les IPA qui s'installent dans les zones d'intervention prioritaire médecin. Donc, c'est bien le zonage médecin qui est pris en compte pour bénéficier de cette aide. Ou 30 000 € donc pour les 27 000 € pardon, pour les autres zones hors ZIP. Voilà, donc ça, ce sont les aides qui sont prévues au niveau de l'assurance maladie. Et donc, Alexia, je vais te laisser détailler peut-être celle côté ARS. Oui, effectivement, l'ARS a pu également mobiliser le fonds d'intervention régional pour pouvoir permettre aux IDE libéraux qui ont un projet professionnel IPA en soins primaires de bénéficier d'un financement et d'un accompagnement financier. Donc, il sera à hauteur de 20 700 € par an, plus ou moins 1 200 € en fonction du lieu de résidence. Et voilà, donc pendant 2 ans, vous allez avoir le soutien financier. C'est jamais assez, mais on a fait notre maximum pour répondre aux besoins des étudiants IPA. Donc, on va passer donc au deuxième chapitre de notre présentation, donc, qui est la collaboration entre le médecin et l'IPA. Et donc, un témoignage vidéo sur quels sont les retours des patients et quelle est leur réaction dans cette relation entre tripartite, j'ai envie de dire, entre le médecin, l'IPA et le patient. Non, ils sont vachement contents. Non, ils sont contents. Alors, la première fois, ça surprend parce qu'ils se disent je voudrais voir le docteur, puis on m'envoie l'infirmière. Et puis, quand ils connaissent Leslie, quand ils connaissent le métier de l'infirmière IPA, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a aucun problème. Alors, les patients que je confie à l'IPA, au départ, quand je leur dis qu'ils vont aller voir un IPA, ils sont un peu réticents, ils sont un petit peu étonnés. Mais par contre, dès que je les revois, ils sont vraiment super contents. Et ce qu'ils me disent tous, c'est que l'IPA prend beaucoup plus de temps que moi, donc je me le renvoie un peu sur moi quand même, que lui prend beaucoup plus de temps que moi et qu'il est très à l'écoute et qu'ils se sentent vraiment écoutés parce qu'il y a du temps. Dans la très grande majorité des cas, les patients sont très satisfaits. En plus, Alexis a cette très grande qualité d'écoute. On sait que les patients, au moment où on les écoute, on entend les choses. En plus, le fait d'avoir plus de temps dans sa prise en charge, notamment lors du premier rendez-vous, que nous, on pourrait le faire en médecine générale, permet effectivement d'avoir cette confiance qui s'installe assez rapidement entre le patient et Alexis. Puis il voit que on fait le lien, on a un logiciel commun. Quand je reprends ma consultation, c'est bon, la dernière fois vous avez vu notre infirmier, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui en a découlé. Les patients sont très satisfaits, d'autant plus qu'ils voient qu'il y a cette communication en fait entre nous. Alors au début, ils comprennent pas trop pourquoi ils viennent voir une infirmière. Ils sont un peu dubitatifs. Mais après, moi, mes consultations sont plus longues, donc du coup, je prends plus de temps avec les patients.
On discute vraiment de plein de choses et par rapport à leur présentation de la maladie, leur vécu par rapport à la maladie, leurs attentes. Et après, je pense qu'ils sont satisfaits et qui du coup, ils viennent bien volontiers me revoir. Il y a une sorte d'étonnement et de suspicion d'être suivi par un infirmier parce que c'est pas dans les habitudes en France du moins, c'est tout nouveau. Après la consultation, les patients sont globalement satisfaits de la prise en charge, notamment par les retours que j'ai des autres professionnels et des patients eux-mêmes, c'est qu'ils ont un temps d'écoute supplémentaire. On a l'exercice IPA, mais tout ça se fait au sein d'une équipe traitante et qu'on est tous là pour prendre en charge le patient. Donc on parle vraiment d'une prise en charge en équipe. Ça dépend en fait de à quel moment je les vois, mais c'est vrai que les premières fois, il y a souvent un peu de crainte. Et c'est vrai qu'au fil de la consultation qui est longue et du coup qui permet d'expliquer un peu tout ce qu'on peut faire auprès du patient, en général c'est vrai que les gens se détendent un peu et sont rassurés de voir que en fait ils sont pas abandonnés. C'est surtout ça que je ressens et au contraire ça renforce que le lien avec le médecin il le voit, il est là à travers le fait qu'on partage le même dossier, rien que ça, hein, c'est bête mais des fois voilà. Ici, ils ont l'impression d'être pris en charge par une équipe. Et donc ça les rassure. Et à partir du moment où ils ont compris ça, je pense qu'il n'y a plus de problème. Puis maintenant, au bout de 18 mois, il y a des choses qui se sont sues. Les gens parlent entre eux, les patients, ce qui est normal. Et moi, des fois, je fais « Oui, donc la prochaine fois, est-ce que je peux voir votre infirmier en pratique avancée ?» Parce qu'il paraît que… Ah oui, des gens qui n'ont Oui, il y a des gens qui… Voilà, ça lui est arrivé ou parce que voilà, ils ont un ami, quelqu'un de la famille qui t'a vu, avec qui c'est bien passé et ils disent… Ben voilà, parce que moi je vais bien et que peut-être avant même que j'ai eu leur proposer, voilà, des fois je dis bien sûr, voilà, puis d'autres fois je dis ben là à ce moment-là on a fait un changement thérapeutique, ça peut être plutôt judicieux, bon, mais par contre la fois d'après. Ils pensent à vous des fois, ils disent oui, je vais pas déranger le médecin quand même, vous avez beaucoup de choses. Mais oui, non, ça lui est arrivé que ça vienne d'eux parce que ça fait 18 mois et que maintenant t'es installé dans l'équipe et que c'est des choses qu'ils connaissent, de plus en plus. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous aussi de rappeler les modalités de prise en charge et de valorisation financière des patients, notamment dans le monde libéral, puisqu'en fait, il y a deux modalités qui ont été définies donc sur les modalités de prise en charge. Donc les patients, ce qu'on appelle suivi, donc suivi dans le cadre d'un protocole d'organisation qui a été signé avec le médecin, et les prises en charge dites ponctuelles qui font suite à une demande ponctuelle du médecin. Alors ça peut répondre aussi à une logique de prise en charge définie dans le cadre d'un protocole d'organisation. À la différence du suivi, c'est que voilà, c'est le caractère ponctuel et on va dire plus spontané, alors que le suivi s'inscrit plus dans une logique de long terme. Donc dans les patients suivis, il y a un premier forfait d'initiation qui est prévu. Donc, comme dit son nom, donc en fait, il se fait au début de la relation entre le patient et l'IPA. Donc, il a vocation à être valorisé qu'une seule fois. Et ensuite, des forfaits de suivi qui sont facturés de façon trimestrielle. En fait, l'objectif de ces deux valorisations, c'est à la fois de prendre en compte financièrement donc le temps passé pour définir l'éligibilité du patient, donc dans cette relation entre le médecin et l'IPA, la réalisation d'un bilan global, la réalisation aussi des actes de surveillance et donc de conclusions cliniques qui peuvent être menés donc au fil du temps, et les actes d'éducation et de prévention aussi qui peuvent être mis en œuvre par l'IPA. Pour la prise en charge des soins ponctuels, des patients ponctuels, donc il y a une rémunération qui se fait à la fois donc sur un premier bilan qui peut être facturé une fois par an et qui vise à valoriser donc l'examen clinique, l'anamnèse, les actes techniques, éducation thérapeutique et de prescription qui sont mis en œuvre par l'IPA, et les séances de soins qui peuvent être valorisées donc à hauteur de 4 par an et qui visent à valoriser la réalisation des actes techniques qui entrent dans le champ de compétences de l'IPA. Voilà donc pour ce qui concerne la valorisation financière et les modalités de prise en charge par l'assurance maladie. Et si vous souhaitez accéder aux détails plus des montants financiers, ils sont accessibles sur le site amélie.fr. Vous avez le détail donc de prise en charge. Donc je vais laisser peut-être la parole à Alexis Blanc. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. Donc bon, je vais essayer
d'être efficace, de ne pas répéter un peu ce que dit notre vidéo, qui est plutôt bien faite finalement en la revoyant. Là. Pour reprendre déjà le projet, la construction du projet, il faut savoir que si le projet professionnel, il est personnel et propre à chaque infirmier qui va partir en formation, l'application même du projet, elle implique beaucoup d'autres professionnels de santé. Alors dans les structures, ça va impliquer toute la hiérarchie paramédicale, ça va impliquer toute l'équipe médicale et administrative et les pharmacies. Donc ça implique vraiment beaucoup de monde d'introduire les IPA dans les structures. En soins primaires, ça va impliquer prioritairement effectivement le médecin qui va collaborer avec l'IPA, mais aussi les professionnels qui vont graviter autour de cette collaboration, que ce soit les infirmiers et les aides-soignants libéraux ou des centres de soins. Les pharmaciens de ville, les structures d'exercice coordonné, les coordinateurs d'MSP qui ont des projets de santé dans lesquels les infirmiers en pratique avancée peuvent s'impliquer, peuvent apporter des réponses. Donc, voilà, si le projet est personnel, vraiment l'application, elle nécessite de mettre autour de la table plusieurs professionnels de santé, mais effectivement, les médecins sont vraiment nos interlocuteurs prioritaires. Donc, comment ça se construit en équipe déjà? Donc, au départ, c'est vrai que on a ce protocole d'organisation, donc qui vient, bon, comme l'a dit Monsieur Morel, il y a eu des changements cette année avec l'accès direct. On en parlera un petit peu après, qui vient bousculer un peu ça, mais au départ, du coup, il était nécessaire de rédiger un protocole d'organisation très important pour fixer en fait voilà, l'organisation entre le médecin et l'infirmier, comment le patient va graviter entre ces deux acteurs et comment il va revenir de l'infirmier jusqu'au médecin. C'est important pour ça que le médecin ait bien compris le rôle et les limites, les compétences de l'IPA. Parce que c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est le médecin qui oriente le patient. Alors, pour clarifier un peu les choses, c'est pas le médecin qui va prendre le patient par la main à chaque patient vers l'IPA. Vous pouvez définir le profil des patients que l'IPA peut suivre et essayer de rendre ça entre guillemets automatique, mais en briefant si vous avez un secrétariat, si vous avez un système d'orientation, mais c'est de briefer, de mettre en place cette orientation-là. Après, s'il y a des erreurs au début même d'orientation, c'est pas grave parce que dans le forfait initial, dans le mode exercice initial, il y avait ce qu'on appelait un forfait d'éligibilité. L'IPA peut faire le tri en fait en fonction du motif de recours et du profil du patient. Et s'il n'est pas un patient éligible au suivi IPA, alors à ce moment-là, il sera réorienté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera rien fait autour de ce patient qui n'est pas éligible. Un patient qui serait peut-être mal orienté pour une dorsalgie, par exemple, et chronique qui nécessiterait une mise en place de traitement que nous ne pouvons pas prescrire, eh bien, peut-être qu'en faisant une anamnèse complète, comme c'est dit dans la vidéo, on peut se rendre compte que le patient est aussi fumeur. Peut-être que l'IPA a une formation, un diplôme interuniversitaire en tabacologie qui va pouvoir enchaîner sur ce facteur de risque-là, proposer une consultation spécialisée. Peut-être qu'il y aura un traitement, des protecteurs gastriques que le patient prend de manière sporadique et là qu'il n'en a plus, peut-être qu'il y aura une prescription à faire. C'est possible dans le cadre de cette consultation qui n'est pas une consultation de suivi. L'IPA connaît ses compétences et il ira plus ou moins loin en fonction du besoin du patient, du profil du patient. Et donc, si c'est un diabétique avec plusieurs traitements, avec d'autres pathologies, il pourra jouer sur l'adaptation du traitement, etc. Ce qu'on ne pourra pas faire chez un patient qui ne correspond pas à ce profil. Mais systématiquement, l'IPA fera une anamnèse complète, un examen physique adapté, un entretien thérapeutique si nécessaire et pourquoi pas des prescriptions si nécessaire. La prise en soin de l'IPA, elle est médico-psychosociale, c'est une prise en soin globale et dans laquelle le médical, il faut l'avouer, nous prend souvent le plus de temps, mais c'est un suivi qui complète, comme on l'a dit, le suivi avec le médecin généraliste, qui permet aussi au médecin généraliste de s'appuyer sur ce suivi-là, sur ce temps-là que nous avons pour approfondir certaines
certaines évaluations, par exemple, nous pouvons posséder un holter tensionnel pour pouvoir explorer une hypertension. Nous pouvons être équipés de spirométrie comme le sont les infirmières azalées. Tout ce que font les infirmières azalées, un IPA peut le faire. Et donc, ça permet d'explorer avec un peu plus de temps certaines pathologies, faire du dépistage, faire des IPS chez les patients vasculaires. Voilà, tous ces examens qui prennent un peu plus de temps, qui peuvent être faits en alternance, en urgence, en ambulatoire, chez l'IPA. Voilà. Je prends l'exemple un peu de notre organisation en langue, mais on en a déjà parlé dans la vidéo, mais pourquoi les patients adhèrent à ce suivi, que les médecins généralistes s'y retrouvent et que moi aussi je m'y retrouve finalement. C'est vrai que quand je reçois le patient s'aperçoit que j'ai le temps, il voit que je partage les informations avec son médecin, que il a vraiment la sensation d'être inclus dans une équipe traitante, que son médecin est sollicité si mes compétences sont dépassées. Ça, c'est clair que c'est des choses que nous expliquons aux patients quand nous avons la première consultation. C'est jusqu'où nous pouvons aller et jusqu'où nous sommes obligés de céder la main. Donc, en gros, dans l'évaluation, nous sommes capables d'aller assez loin, mais après, dans l'intervention, c'est là que nous sommes formés à reconnaître les drapeaux rouges et savoir à quel moment il faut orienter le patient vers son médecin généraliste ou vers un médecin spécialiste. Quand nos compétences donc, sont dépassées pour des problèmes aigus, pour une dégradation, on reçoit le patient, on peut accélérer la prise en charge médicale. Ça permet aussi, voilà, quand il y a des délais d'attente, vous connaissez la réalité aussi de l'accès aux soins maintenant c'est partout. Du coup, ça permet aussi d'avoir un premier avis sur la gravité d'une situation, et puis d'avancer certains examens qui nous sont possibles de prescrire. Dans ces conditions, ce que va changer l'accès direct, j'ai envie de dire pas grand-chose. Quand vous avez cette organisation-là, quand vous avez fait votre protocole d'organisation, l'accès direct, finalement, il change pas grand-chose sur l'organisation avec le médecin. Ce que ça va changer, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins qui va être élargi pour les patients sans médecin traitant, les patients avec un médecin traitant qui ne fait pas partie de la maison de santé ou de l'exercice coordonné dans lequel l'IPA exerce. Et ça permet de répondre à certaines urgences relatives, entre guillemets. C'est un diabétique qui n'a plus de traitement. En soi, pour lui, c'est une urgence. Ça permet de faire un point global, comme je ne vous répète pas tout ce que fait l'IPA, qui va pouvoir aussi faire du dépistage, vérifier le parcours de santé du patient pour être sûr qu'il ne soit pas passé à côté d'une vaccination, à côté d'un examen. Voilà, tout cet accès direct, il est soumis, alors peut-être qu'on en parlera en réponse aux questions, je crois que j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus, mais si nous voyons un patient qui n'est pas suivi par un médecin avec lequel on collabore, nous sommes tenus d'informer le médecin traitant du contenu de notre consultation. On ne fait pas un compte rendu détaillé, mais en tout cas, on prévient le médecin de ce qui s'est passé, de pourquoi le patient est venu, on lui fait un compte rendu. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est imposé par la loi et c'est même normal, finalement. C'est ce qui caractérise l'exercice coordonné. On n'est pas avec nos médecins habituels, mais on reste quand même une profession qui travaille en pluripro. Ça, c'est pour le projet. Alors, au sein des maisons de santé, voilà, l'IPA, des maisons de santé et des CPTS, comme je disais, l'IPA a vraiment toute sa place car il peut intervenir dans toutes les missions. Monsieur Morel en parlera après, c'est même valorisé dans les ACI des MSP d'avoir un infirmier en pratique avancée au sein de sa MSP. Donc voilà, ça, j'en parlerai pas plus là pour l'instant. Le deuxième point qu'il fallait qu'on aborde avec vous, c'est l'accompagnement, mais ça aussi, je ferai assez rapide parce que je pense que nos vidéos l'ont bien montré. Et on gardera peut-être un peu plus de temps pour les questions, mais voilà, l'infirmier en pratique avancée, ce n'est pas lui qui choisit la stratégie thérapeutique. Il voit des patients dans le parcours suivi. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a
il y a ces deux parcours, le parcours suivi et le parcours ponctuel, donc qui remplace l'éligibilité. On a ce parcours suivi. Donc, dans le parcours suivi, les pathologies sont bien identifiées et donc notre approche, elle va plus dans le sens de son traitement, sur la tolérance, sur peut-être la iatrogénie. On va essayer d'approfondir le suivi d'une maladie installée, éviter qu'elle s'aggrave, éviter que d'autres maladies apparaissent. Effectivement, s'il y a des événements intercurrents qui surgissent, jusqu'à un certain degré, on peut intervenir, mais c'est là que la collaboration avec le médecin est importante. Voilà, si je rencontre si un patient diabétique vient avec un problème de peau, avant que je prévienne le médecin de ce problème de peau, j'aurais fait l'examen complet, vérifié les facteurs de risque, vu les antécédents, peut-être même pris une photo, l'implémenter dans le dossier pour que je peux envoyer ensuite le lien directement au médecin pour que rapidement il puisse voir mon compte rendu, la photo du problème et peut-être même donner une décision médicale. Et s'il a besoin de venir, il peut même venir. Alors, je sais que des fois, il y a des exercices où où l'IPA n'est pas sur le même site que le médecin. C'est pas grave parce que finalement, ce problème-là, il est relativement urgent. Il n'est pas urgent, mais en tous les cas, le médecin est prévenu. Il a un compte-rendu complet, une image s'il faut, et on peut avancer la prise en charge par le médecin si on repère une problématique aiguë dans ce genre-là. Donc pour le patient, c'est quand même un gain de temps. Pour le médecin, c'est aussi un gain de temps. Et du coup, voilà, ça fluidifie l'accès aux soins. Donc pour ce suivi, l'IPA, il se concentre sur le renforcement des mesures de prévention, primaire, secondaire, tertiaire, et tout en participant à coordonner le parcours de soins du patient, s'assurer que, comme je l'ai déjà dit, voilà, qu'il n'ait raté aucun examen recommandé. Pour le parcours ponctuel, c'est l'occasion, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se travaille en équipe aussi. Dans les textes, à la base, avant que l'accès direct soit voté, c'était décrit comme le médecin reste celui qui oriente le patient vers un bilan ponctuel. Et pareil, ça peut être défini à l'avance. Est-ce qu'on fait un bilan ponctuel pour repérer les troubles du neurodéveloppement? Est-ce qu'on fait un bilan ponctuel pour s'assurer du suivi d'une insuffisance respiratoire avec une spirométrie, un test d'induction? Est-ce qu'on fait de la prévention, de la santé de la femme? Est-ce ça va être lors d'un bilan ponctuel qu'on peut renouveler des contraceptifs oraux? Est-ce qu'on fait un bilan ponctuel pour le suivi de l'obésité infantile, pour l'accompagnement à la parentalité? Voilà. Tout ça, en fait, ça se définit avec les compétences de l'IPA, ses envies et bien sûr les problématiques de terrain. Qu'est-ce que les médecins ont repéré comme besoin à combler? Est-ce qu'il y a une problématique d'obésité dans votre territoire? À ce moment-là, c'est l'occasion de faire ça. Donc voilà, sur le terrain, les patients ils comprennent rapidement la différence entre l'IPA et leur médecin. Ils comprennent nos compétences cliniques d'évaluation et de conseil et les limites de notre champ d'action. Ils comprennent notre rôle d'intermédiaire de confiance entre eux et leurs médecins, car ils comprennent que le médecin ne change pas de place, mais qu'il a renforcé leur suivi en intégrant ce nouveau professionnel dans leur parcours. Les gains, donc, de la collaboration entre un médecin et un IPA, je vais commencer par le patient. Pour le patient, en gros, il a deux cerveaux qui s'occupent de lui, qui réfléchissent à ses problèmes et avec deux compétences différentes. Bien sûr, on va pas agir au même endroit, mais ça lui permet d'avoir une personne supplémentaire qui reste en lien avec son médecin, un professionnel en plus. Et donc, cette sensation d'être suivi par une équipe, ce professionnel, ça ouvre plus de possibilités de suivi pour le patient parce qu'il y a un temps de consultation supplémentaire, on l'a dit, il y a une disponibilité qui est différente. Par exemple, certains IPA laissent leur téléphone direct, ça permet de maintenir le lien si la personne a une question, a besoin de comprendre une prise de sang, un compte-rendu, a quelque chose qui apparaît et il voudrait savoir s'il a besoin de consulter, ça lui permet de faire du lien entre son médecin et lui via cet intermédiaire-là. Donc ça, pour le patient, je pense que ça fluidifie aussi. Les délais, du coup, sont écourtés pour certaines problématiques.
Et ça, c'est appréciable. Pour le médecin, ben, comme ça a été dit, c'est un regard croisé. Hein. Nous, voilà, on a une autre discipline avec un point de vue du patient qui est dans des aspects similaires, mais qui est quand même différent. Et donc, ça apporte voilà, une approche qui permet d'enrichir, je pense, la prise en soin des patients. C'est aussi bon, des apports frais récents hein, de 2 années universitaires qui parfois, c'est pas désagréable d'avoir ces apports-là. Et effectivement, ça libère de fait du temps médical hein, pour des problématiques actuelles qui sont que vous êtes de plus en plus sollicité pour récupérer des patients qui sont en ALD ou pas en tant que médecin traitant et donc d'instaurer un suivi voilà, qui fonctionne en alternance ou adapté au cas par cas avec le patient. Ça permet aussi de vous appuyer sur nous pour à côté faire soit mieux, soit en prendre, soit faire prendre un peu plus de temps parce que vous savez que la prochaine fois il y aura du temps qui sera pris par l'IPA, soit voir plus de patients, soit les deux. Et c'est la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'explorer un peu plus en fonction de ce que l'IPA qui travaille avec vous va pouvoir être capable de faire, que ce soit avec un généraliste ou avec un spécialiste. Hein. Je pense aussi là aux IPA qui fonctionnent avec des spécialistes en soins primaires qui vont pouvoir interpréter certains résultats, qui vont pouvoir débrouiller déjà certains résultats. Je pense à Déholter ECG. Hein. Moi, c'est ce que je faisais en cardiologie avant de bifurquer. Enlever les artefacts, accueillir le patient, faire l'analyse. Bon, je ne vais pas répéter encore tout ce qu'on a fait, mais vous voyez comment ça peut s'articuler, que ce soit avec le médecin généraliste et avec le médecin spécialiste. Voilà, et tout ce qui concerne aussi les évaluations sociales qui prennent aussi du temps, qui peuvent être avancées par l'infirmier en pratique avancée. Voilà, c'est arrivé qu'après une consultation, un médecin me demande d'aller approfondir l'évaluation à pas de la personne, d'aller à son domicile pour pouvoir avoir la perception la plus juste. Et donc ensuite, je reviens vers le médecin avec un compte rendu complet, on en discute, et il fait le certificat. Voilà, c'est des méthodes de travail qui semblent améliorer la qualité de vie au travail, semblent améliorer les conditions de travail. À minima, hein, c'est pas la solution miracle, mais ça améliore quand même le travail. Et pour les IPA et donc pour les infirmiers, de manière générale, c'est une perspective d'évolution hyper intéressante. Ça permet d'exercer son métier autrement, c'est même un autre métier, de s'investir plus à un autre niveau sur les parcours de soins. Effectivement, on a une place, un rôle à jouer dans le renforcement du lien ville-hôpital. Et ça, on le voit, les IPA arrivent plutôt bien à le faire par déjà notre réseau qui est assez solide et par de nature, en fait, on est entre la clinique et la coordination, on a un peu plus de temps que les médecins, donc on peut participer à renforcer ce lien-là. Et donc, les actions de prévention de dépistage, j'en parle pas, j'en ai déjà parlé 2 fois. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'était pour compléter un peu la vidéo. Et donc là, si vous voulez, après, peut-être, Monsieur Morel, vous avez un mot à dire sur la valorisation d'accueillir des IPA dans les maisons de santé. Ça accorde que je vous laisse merci Alexis expliquer, Monsieur Morel. pour ce témoignage. Et oui, en effet, donc il y a une valorisation qui est prévue à la fois au sein des avenants sur l'accord conventionnel interprofessionnel sur les MSP, mais également sur l'accord national donc pour les centres de santé, où donc il y a une volonté clairement affichée d'intégrer, en tout cas de valoriser et de faciliter l'intégration des IPA au sein de ces structures. Et donc en effet, rien que le fait de la présence d'une IPA au sein de la MSP et du centre de santé permet de valoriser donc 200 points sur la réalisation des 2 missions de santé publique, 200 points également sur les réunions de concertation pluriprofessionnelle. Et pour ce qui concerne la réalisation et la mise en œuvre des 8 protocoles donc, qui sont prévus dans la convention, il y a 40 points fixes qui sont par protocole qui sont prévus
dès lors que la structure intègre un IPA, donc ce qui donne un potentiel de 80 fois 4, donc les 320 points donc, qui sont prévus fois 40, pardon, les 8 fois 40 qui donnent donc 320 points. Je vais y arriver. Voilà. Donc voilà, donc ça, ce sont les dispositifs qui sont en effet prévus au sein des maisons de santé et centres de santé. Voilà, donc on va peut-être procéder aux questions-réponses. Je sais qu'il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées déjà en cours de webinaire sur les questions qui ont été posées. Oui, peut-être une première question sur la possibilité offerte aux IPA, en tout cas, d'avoir un protocole d'organisation avec les spécialistes. Oui, alors c'est complètement possible, hein. Alors en soins primaires, hein, on entend. Nous avons plusieurs collègues qui travaillent avec des spécialistes en soins primaires. Les consultations, alors peut-être se pose la question de savoir, mais là l'alternance c'est pas trop possible. Non, effectivement, la consultation IPA se fait le jour de la convocation du patient en général et pareil, hein, permet aux médecins d'augmenter peut-être un peu sa file active ou de faire autre chose pendant ce temps, mais les consultations sont simultanées. Et l'infirmier en pratique avancée va pouvoir évaluer l'état de santé du patient, vérifier la posologie de ses traitements, peut-être même adapter les traitements, proposer une adaptation qui sera peut-être discutée avec le spécialiste ensuite, commencer alors après, suivant les examens, ça dépend des spécialités. Bon, le cardiologue fera l'échographie, même s'il y a des évolutions encore de ce côté-là, mais c'est pas le but de l'IPA de faire forcément le soin technique. L'idée, c'est quand même de pouvoir accompagner un peu plus le patient, vérifier la compliance, vérifier la iatrogénie, c'est refaire de l'éducation thérapeutique. Renforcer vraiment ce suivi-là et que la personne comprenne, soit acteur de sa maladie au maximum, quoi. Et donc, ce protocole, il s'écrit tout à fait avec un spécialiste de la même manière qu'avec un généraliste. À quel rythme le patient voit l'IPA, comment l'IPA retourne vers le médecin. Il me suffit de le formaliser, hein. Si l'IPA commence la consultation et la consultation se finit à 2, voilà, vous décrivez ça et c'est tout, hein. Merci. Plusieurs questions suivantes, mais dont la présentation a pu répondre normalement, mais on va les repasser. Une IPA doit-elle obligatoirement être associée à un cabinet médical? Peut-elle recevoir des patients d'autres médecins traitants? Et enfin, peut-elle travailler à mi-temps en libéral et en IPA? Je crois qu'on a répondu à ça. Effectivement, l'exercice mixte est possible. En libéral et salarié, c'est ça? En tant qu'IPA libéral et en tant qu'IPA salarié? En tant Je qu'IPA et infirmière? pense les deux. En fait, les deux sont possibles. Oui, donc Tout on est avait possible répondu aux deux. finalement. Bon, voilà, sachant que concernant les aides à l'installation, il y a des demandes de temps de travail IPA qui augmentent sur 3 ans pour obtenir l'aide à l'installation. On demande contre cette aide que l'infirmier fasse au moins 85% de ses facturations comme IPA et pas comme infirmier au bout de 3 ans. Après, si l'aide n'est pas nécessaire et que c'est juste un exercice mixte, c'est tout à fait possible. Et le début de la question, c'était... Est-ce qu'il fait une collaboration avec plusieurs cabinets Ah oui. médicaux? Donc, En fait, vas-y. Ah oui, c'est vrai que je réponds à tout. On peut voir des patients dont on ne travaille pas avec le médecin traitant, ça je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis que le décret la loi sur l'accès direct est passé. Cela dit, ça nécessite de nourrir l'espace santé du patient s'il y est par un compte-rendu et d'envoyer ce compte-rendu au médecin traitant du patient. Voilà les obligations qu'on a. Et après, les IPA peuvent travailler où ils veulent. Simplement, l'accès direct est réservé pour les IPA qui travaillent dans le cadre d'exercices coordonnés. Et quand les IPA travaillent dans le cadre d'exercices coordonnés, je vous ai dit, en général, l'accès direct ne change pas grand-chose puisque l'organisation est déjà en place. Merci. On a une question sur un besoin de retour d'expérience par rapport à la nouvelle loi RIST et l'adressage des patients. Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont nécessairement porteurs de maladies chroniques quand ils sont adressés.
Tout dépend en fait sur quel parcours il se situe. Non, alors du coup, nous sommes en accès direct depuis la loi ARIST, donc tout le monde peut consulter un IPA. Maintenant, il y a deux parcours, un parcours suivi et un parcours ponctuel, on va dire. Si la personne n'a pas le profil pour intégrer le parcours suivi, elle va de fait basculer sur le parcours ponctuel où nous pouvons nous facturer qu'un seul bilan par an. Et donc, c'est là que ça va être notre rôle de questionner pourquoi la personne vient consulter. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour répondre à son besoin? Et c'est là qu'on va l'orienter en fonction du besoin vers le médecin le plus adapté. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas de médecin traitant, c'est là aussi qu'est notre rôle d'essayer de trouver un médecin traitant à ces personnes qui viennent consulter, qui ont peut-être un traitement à renouveler et d'autres problèmes de santé. Donc, on fait un bilan global, on fait un point sur leur santé et on essaye de les faire réintégrer un parcours coordonné par un médecin, ceux qui n'y sont pas. Et si c'est des touristes, voilà, comme j'ai dit, on les voit, on s'occupe d'eux et puis on fait le compte rendu au médecin traitant et on s'adapte en fait en fonction de ce qu'on peut avoir comme données aussi autour du patient. On ne va pas s'amuser à modifier des traitements si nous n'avons pas toutes les données. Voilà. Donc on s'adapte vraiment aux besoins, aux demandes et au profil des patients. On a plusieurs questions en fait sur le soutien qui est porté par les institutions, notamment financier, pour l'accompagnement et la compensation de perte d'activité. De manière générale, on nous interroge pour savoir qu'est-ce qu'il est prévu en tout cas pour les infirmières salariées qui voudraient accéder en tout cas au dispositif. Est-ce qu'il y a Côté ARS, donc il y a salariés, on peut distinguer salariés en établissement de santé et salariés en soins primaires. Donc en soins primaires, ce sera la même chose que pour les IDE libérales. Ce sera la même aide, puisque leur projet professionnel IPA sera en soins primaires. Et pour les établissements de santé qui souhaiteraient proposer à des IDE la formation IPA, il y a un AMI qui va bientôt s'ouvrir la fin décembre pour candidater et essayer d'obtenir du coup cette aide financière en fonction du projet qui est proposé. Donc, si ça vous intéresse, il faudra vous rapprocher des institutions de l'ARS, donc notamment la DOSA, la Direction de l'offre de soins et de l'autonomie, pour avoir plus d'informations sur cette AMI. Merci. Ensuite, on a une question qui a dû trouver ses réponses, en tout cas dans les interventions. Et en fait, c'est quel financement en pratique pour le médecin dans un cabinet libéral? Cotation des actes par l'IPA lui-même, si elle n'est pas salariée? L'IPA, on l'a peut-être pas suffisamment dit. L'IPA, il est autonome et responsable de sa propre pratique, hein. Donc, si tout ce qu'on prescrit, même si on renouvelle une erreur, c'est notre erreur du coup. En ce sens, les consultations que l'on facture quand on est en exercice libéral, nous facturons nos propres forfaits. Si le patient est réorienté vers le médecin, à ce moment-là, le médecin facture s'il voit le patient en consultation. C'est vrai que, on va dire, la téléexpertise, parce que c'est un peu ça. Moi, je sollicite souvent les médecins avec qui je travaille de manière très succincte, très rapide sur des petites choses. Ils me répondent très rapidement. C'est du temps quand même hein, qu'ils prennent. Hein. C'est un effort qu'il faut aussi considérer dans cette relation de travail. Mais ce temps-là n'est pas valorisé pour le médecin. Par contre, s'il y a une consultation, après, c'est une consultation médicale. Voilà. Merci. Une question d'articulation ensuite entre l'IPA et un programme d'éducation thérapeutique patient qui pourrait être développé dans un établissement de santé. Quelle expérience de fonctionnement avez-vous sur un territoire sanitaire ou quels conseils en donneriez-vous pour créer une interface entre ces deux types d'organisations qui soient utiles aux patients? Dans l'organisation de sessions d'éducation thérapeutique, c'est ça la question, si je comprends bien. Quelle est la place de l'IPA dans les programmes de TP? L'IPA, je parle d'expérience, hein, le temps clinique, en fait, va prendre peut-être
suivant là où vous travaillez, 70 à 90% du temps. Contrairement aux infirmières azalées, hein, dont c'est la mission, les infirmières de santé publique, de faire de l'éducation thérapeutique, nous sommes des cliniciens. Et donc, la coordination et la clinique vont prendre vraiment tout notre temps. Moi, j'aimerais bien avoir une azalée à côté de moi pour, justement, quand je repère des besoins en éducation thérapeutique et je ne peux pas approfondir, pouvoir les approfondir. Notre rôle, il va être dans l'éducation thérapeutique de faire peut-être des bilans initiaux, d'évaluer ce que c'est le patient, mais ensuite, après, ça va être propre à chacun. Est-ce que, par exemple, au sein d'une CPTS, hein, il y a des actions de prévention et d'éducation thérapeutique qui sont menées. Là, ça va être propre à chacun de s'investir dans ces missions-là qui vont être en dehors du travail si l'infirmier est en libéral. Si l'infirmier est salarié d'une maison de santé, libre à la maison de santé de prévoir dans la fiche de poste un temps spécifique hors clinique pour l'organisation de parcours d'éducation thérapeutique. C'est tout à fait envisageable en gardant à l'esprit que seule la clinique et le fait de voir des patients est rémunérateur pour les IPA. Même si on prend plus de temps, il faut quand même qu'on voit des patients. Sinon, c'est là aussi qu'est la difficulté. Il faut quand même un certain nombre de patients pour avoir une activité viable. Et donc, il faut trouver un équilibre là-dedans, trouver des financements, peut-être si vous êtes une structure, pour garder du temps qui est précieux, hein, du temps d'éducation thérapeutique, de recherche, de formation, pour lesquels les IPA peuvent apporter aussi leur contribution. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, on a plusieurs questions sur l'organisation de la formation, notamment si elle est dispensée en présentiel ou en distanciel. On essaie de les regrouper. Voilà, comment se déroule la formation, 2 ans en présentiel, 1 semaine par mois ou temps plein? Oui, alors ça, c'est en fonction des facultés, hein. C'est vraiment la discrétion des facultés qui vont organiser l'agenda comme ils le souhaitent. Par exemple, Toulouse va être à temps plein et Montpellier à mi-temps, mais il y a quand même beaucoup de travail personnel. Donc, la formation, c'est 2 ans vraiment, il faut s'y consacrer quand même à temps plein. Merci. Toujours sur la formation, est-ce qu'il y a une possibilité de validation des acquis de certains modules en formation UPA? Absolument, en fonction de l'expérience et des différents diplômes, la faculté pourra décider de vous valider certains acquis ou expériences, mais c'est vraiment la faculté qui va pouvoir décider lorsque vous allez vous inscrire à la formation. Certaines unités d'enseignement pourront peut-être être validées. Néanmoins, il y en aura quand même encore à valider parce que c'est une formation complète et aucune autre formation n'équivaut et même l'expérience ne suffit pas à valider la formation dans son intégralité. Quelques questions également sur les conditions d'octroi de l'aide au financement ARS. Donc les conditions, en fait, avoir plus de précision peut-être sur l'engagement d'exercer au minimum 5 années en tant qu'IPA en soins primaires, dans un premier temps, et voilà les délais d'installation et sur quel territoire, est-ce que le territoire occitan et sur quelle durée? Ouais, parfait. Donc effectivement, il faut que ce soit l'installation sur l'Occitanie, en Occitanie. Et alors, quel délai d'installation? Alors, vous allez voir quand vous allez avoir l'aide, normalement, vous avez déjà un projet professionnel qui est presque calé. Vous allez avoir quelqu'un qui vous attend à la sortie de votre diplôme pour exercer. La plupart du temps, si ça change, on avisera, mais normalement, vous installez presque dans l'année qui suit votre diplomation. Donc, l'objectif de cette contrainte par rapport aux aides financières qui sont amenées par l'ARS, c'est de s'assurer que vous allez pouvoir exercer en tant qu'IPA et que vous n'exercerez plus comme IDE puisque c'est vraiment une nouvelle profession que vous adoptez. Donc voilà, il n'y a pas de règles précises, mais vous allez voir que vous allez vite vous installer et après ça peut être effectivement une installation entre mixte ou exclusivement IPA. Ça, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Sur l'accès à la formation également, une question en fait sur les potentiels nombres de places dont disposent les instituts de formation en Occitanie. Jusqu'à présent, il y avait 25 places en formation IPA à Montpellier et 25 à Toulouse. Et cette année, Toulouse a accepté 30 places, a augmenté donc jusqu'à 30 places. Avec beaucoup de succès au niveau des candidatures. Exactement. Je crois qu'on arrive au bout du webinaire. Il y a encore beaucoup de questions.
Il y a juste plusieurs questions sur la responsabilité qui sont pertinentes. Il faut bien comprendre que le médecin n'est en aucun cas responsable de l'IPA. C'est une collaboration de travail. Ce que prescrit l'IPA, c'est la responsabilité de l'IPA. Comment est payé l'IPA s'il est en libéral, c'est de la responsabilité de l'IPA. Le médecin a juste à se soucier de rédiger avec lui un protocole d'organisation qui tient en 5 points, comme on a vu tout à l'heure, et donc qui définit juste la relation, l'organisation entre le médecin et l'IPA. C'est la seule responsabilité du médecin, c'est de rédiger ce protocole-là. Ensuite, tout ce que fera l'IPA, c'est de sa propre responsabilité. Voilà. Je pense, j'ai vu plusieurs questions passer par là. Pareil pour la prescription de médicaments. Donc voilà, si on se trompe, c'est nous. Voilà. Bon, en général, on ne se trompe pas. Ok, merci. Écoutez, en effet, je pense qu'on va recenser toutes les questions et on va apporter une réponse parce que, comme on l'a dit, donc le webinaire est enregistré, il sera diffusé donc sur le portail d'accompagnement des professionnels de santé. Je rappelle juste l'adresse, c'est www.occitanie.paps.santé.fr et donc il y aura à la fois la vidéo du webinaire et les réponses qui seront apportées aux questions qui restent encore à traiter. En tout cas, je vous remercie à tous, donc, que ce soit les intervenants, mais aussi toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. J'espère que ça aura répondu, en tout cas, à vos attentes. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et j'espère qu'on vous aura convaincu sur l'intérêt de la collaboration entre l'infirmier en pratique avancée et le médecin, les atouts pour le patient. Et en tout cas, n'hésitez pas à revenir soit vers vos caisses primaires d'assurance maladie, soit vers vos directions départementales ARS s'il y a des interrogations et des sollicitations, notamment par rapport à des projets futurs. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.